Le lac Sept-Îles est un des plus beaux lacs du Québec. De l'extérieur, tout semble parfait. Par contre, sous l'eau, c'est une autre histoire. Depuis quelques années, la qualité de l'eau se détériore rapidement. Si rien ne change, le lac risque de suivre la tendance d'autres lacs du Québec, envahis par les plantes aquatiques et les cyanobactéries, rendant la baignade dangereuse, voire impossible. Il est urgent de comprendre ce qui se passe sous l'eau afin de préserver ce lieu unique pour les prochaines générations. Je suis allé à la rencontre de Roxane Tremblay, ingénieure en environnement, afin qu'elle nous fasse un bilan de santé du lac Sept-Îles. On parle d'une échelle trophique pour mesurer l'état de santé. Le processus naturel d'un lac va passer de ultra-oligotrophe à hyper-eutrophe. Entre les deux, on a 6 stades. Donc, dans un premier temps, au lac Sept-Îles, on a regardé avec les archives sédimentaires dans une fosse du lac quelle avait été son évolution de façon globale. On a vu que l'état global de santé du lac avait passé du premier stade au 3e stade. Par contre, si on regarde de façon locale, donc il y a des endroits qui localement montrent un état de santé meilleur que son état général. Puis il y a des endroits où l'état est beaucoup plus détérioré que son état général. On va être pratiquement en haut de l'échelle de détérioration, donc on va voir des états eutrophes. Sur une échelle de 6, nous sommes rendus à l'échelle de 5. J'ai compris dans l'étude de CIMA+, que sur l'échelle trophique, il y a 6 niveaux qui mesurent le vieillissement d'un lac. On est passé du niveau 1 à 3. Puis il y a certaines zones du lac qui sont même rendues au niveau 4 et 5 sur 6. Donc le lac est vraiment en danger, puis il est temps de bouger rapidement. Au Québec, on en voit des lacs qui sont rendus à la catégorie 6 sur l'échelle trophique. Ces lacs-là ne sont plus baignables. Les propriétés, en fait, qui sont autour du lac ne peuvent pas en bénéficier. Il y a une perte de leur valeur. En parlant avec les ingénieurs qui nous partageaient des exemples de lacs qui ont atteint le niveau 6, ils parlaient du lac Saint-Augustin, où là maintenant la baignade est interdite, qu'il y a plus de plantes aquatiques, des cyanobactéries à répétition qui empêchent la baignade. Donc on ne veut pas se rendre là. On a vu avec les bioindicateurs que les affluents n'apportaient pas nécessairement plus de phosphore. Là, on s'est aperçu que c'était le brassage, le remaniement des sédiments dans la colonne d'eau qui était un facteur important. En fait, l'étude de CIMA a été faite par des ingénieurs spécialisés en environnement qui ont pris des mesures en 2020 et 2022 sur le lac, qui ont d'abord prouvé que le phosphore ne provient pas des affluents du lac. On est chanceux avec la réserve de Duchesnay qui nous côtoie, mais que la principale source de phosphore est vraiment le brassage du phosphore dans le fond de l'eau et les fosses septiques également. Ce que j'ai compris, c'est que le phosphore vient de 2 endroits, soit des rives à travers les fosses septiques ou les engrais qui s'écoulent dans le lac, ou qui provient du fond, le phosphore qui est accumulé dans le fond, mais qui est rebrassé par des embarcations motorisées, puis qui remonte à la surface et qui nourrit les algues, les bactéries, qui se transforment en cyanobactéries. Je suis allé à la rencontre de Guillaume, qui est spécialiste en environnement, pour mieux comprendre d'où provient le phosphore, qui est le principal ennemi du lac, et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux le contrôler. Une des sources historiques de phosphore, c'est l'accumulation du phosphore dans le fond du lac liée à la drave qui a eu lieu au début du siècle puis dans le siècle passé. Donc, il y a une bonne couche de phosphore qui est là, qui ne bouge pas tant qu'on n'y touche pas. Il y a nos engrais aussi qu'on utilise pour faire nos jardins, pour des fois engraisser nos pelouses. Il y a également les fosses septiques, un facteur important. Si on a des fosses septiques qui ne sont pas à jour, qui sont désuètes, c'est sûr que ça libère énormément de phosphore. Le phosphore qui est au fond du lac, lui, il n'est pas dommageable. C'est le rebrassage, je pense, qui va créer les dommages. C'est ça, exactement. Il ne remonte pas dans la colonne d'eau tant qu'on ne va pas le chercher. Puis on va le chercher justement avec nos embarcations motorisées, quand on fait des accélérations brusques, quand on est dans des zones qui ne sont pas très profondes. C'est là où on vient brasser le fond, puis là, on met tout le phosphore en suspension, disponible pour les plantes, pour les cyanobactéries éventuellement, pour un paquet de source de problèmes, finalement, qu'on ne souhaiterait peut-être pas là, pour l'avenir de notre lac. As-tu un exemple des signes de vieillissement du lac qui proviennent justement de la hausse du phosphore dans la nature? Quels signes on peut voir? Vous allez le voir concrètement un beau samedi après-midi quand il y a beaucoup d'embarcations. L'eau va être opaque, pas transparente. Il y a beaucoup de matière en suspension. Fait que ça, c'est un signe qu'il y a eu du brassage, que le phosphore est maintenant disponible. Par la suite, ce que vous allez voir, c'est vraiment la croissance d'algues, la croissance de plantes aquatiques au fond du lac, sur la rive. Puis tu m'as amené un exemple tantôt en disant qu'1 kilo de phosphore est capable de faire pousser 500 kg d'algues. Donc ça donne un petit peu là, le sens de la proportion puis de l'impact qu'on peut générer juste en
libérant une petite quantité de phosphore dans le lac. Fait que Sylvain, un des moyens ou des gestes que les gens peuvent adopter, c'est de réduire les surfaces imperméables. Pourquoi? Parce que ça évite de diriger l'eau de pluie directement dans le lac avec le phosphore et avec les autres polluants. On évite l'asphalte, on évite les interblocs. As-tu un exemple pour les gens qui veulent des trucs pour savoir comment renaturaliser leur berge? À quel endroit ils pourraient aller? Le club nautique a été aménagé il y a quelques années justement pour démontrer ce qu'on peut faire pour revégétaliser nos rives. Ici, on est sur une surface de cailloux, dans le fond, qui remplace ce qui était avant de l'asphalte. L'asphalte dirigeait évidemment les eaux de pluie directement dans le lac. Donc maintenant, on a une surface qui peut absorber toutes les eaux de pluie et filtrer en quelque sorte cette eau-là avant qu'elle se dirige directement dans le lac. On a aussi un petit bassin. Avec les grosses averses qu'on a de plus en plus, mais ça devient encore plus important dans les gros coups de pluie pour avoir ces bassins de rétention-là. Donc, il faut adapter nos aménagements, adapter nos bâtiments et venir faire des bassins de rétention, des puits secs comme ça pour éviter que l'eau de pluie se dirige trop rapidement vers le lac. Donc, les gens peuvent venir ici pour s'inspirer, voir un peu quelles espèces de végétaux ils préféreraient, pouvoir reproduire ensuite ces plantations-là à la maison. En 2015, il y avait 140 fosses qui étaient cotées B- et C. Donc, c'est des fosses qui sont en fin de vie. Et aujourd'hui, on est rendu à 40 fosses septiques. L'inventaire a été fait l'année dernière. Et ces fosses-là ont l'obligation d'être rénovées, d'être remplacées. Il n'y a pas aucune fosse septique qui fonctionne parfaitement, qui est idéale, évidemment. C'est important justement d'avoir une sorte de filtre autour de ta fosse septique, autour de ton champ d'épuration. Pas dessus, évidemment, parce qu'on sait que les plantes, les arbres se nourrissent d'azote, se nourrissent de phosphore. Donc, si on végétalise l'environnement autour de notre champ d'épuration, si on végétalise également, évidemment, notre rive, on capte tout le phosphore, on capte tout l'azote qui pourrait se rendre au lac et qui pourrait dégrader la santé de notre lac. J'ai compris que la meilleure chose à faire pour empêcher le phosphore de se rendre jusqu'au lac, c'est vraiment de renaturaliser notre bande riveraine, ramener la végétation qui, elle, va absorber le phosphore avant qu'il se rende à l'eau. Je suis allé rencontrer Simon, qui est ingénieur et qui a analysé plusieurs études faites au Minnesota et au Québec pour mesurer l'impact des vagues des bateaux de wakesurf. Alors, on s'est concentré sur à peu près 5 études qui ont été publiées en 2014 et 2022. La première, c'est celle qui a été effectuée par Terra Vigilis, qui ont installé des caméras à différentes profondeurs avec des fanions pour être capable de venir vérifier jusqu'à quelle profondeur, finalement, la colonne d'eau se trouvait à être affectée. Et eux, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est que la colonne d'eau est affectée sur au moins 26 pieds. Alors, on parle de pratiquement 8 mètres, là, où l'eau se fait déranger quand un bateau de wake, finalement, se trouve à passer. Eux aussi ont procédé à des échantillonnages. Ils étaient, je pense, à 20 pieds de profondeur. Ils ont commencé par prendre un échantillon d'eau. Ensuite de ça, ils ont fait passer un bateau en mode wake, aller-retour, une seule fois. Et ils ont attendu quelques minutes avant de reprendre un autre échantillon. Et quand ils ont comparé la concentration en phosphore de ces deux passages-là, ils se sont rendus compte que la concentration avait augmenté de 25 %, et ce pour un seul passage de bateau. Un bateau de wake en tant que tel, le poids est distribué de façon à ce que le derrière du bateau s'enfonce dans l'eau. Alors, le bateau, on est capable d'observer qu'il a un angle qui est facilement entre 30 et 45 degrés. Et évidemment, le propulseur du bateau, elle projette de l'eau, mais cette projection d'eau-là n'est plus à l'horizontale. Elle a une composante verticale. Et ce qui est démontré dans les études présentement, c'est que si la profondeur n'est pas là, il va y avoir un impact sur la remise en suspension là, des sédiments. La manière dont le comité environnement s'y est pris finalement pour en arriver à une recommandation, il y a différentes études effectivement qui ont été publiées. Certaines parlent de 300 mètres, certaines parlent de 150 mètres. Alors, si on voulait être conservateur, on dirait, bon, OK, on va appliquer 300 mètres. Mais le problème, c'est qu'au lac Sept-Îles, si on applique 300 mètres, étant donné la configuration du lac qui est quand même relativement petite et le fait qu'il y a beaucoup d'îles, ce que ça signifie, c'est que le wake ne peut plus être pratiqué parce qu'il n'y a pas d'espace suffisant pour être capable de faire ça. Notre interprétation des autres études fait en sorte qu'à 150 mètres ou 500 pieds, on n'a probablement pas une atténuation qui est suffisante pour être capable de mitiger les impacts. Alors, ce qu'on a recommandé finalement au conseil d'administration de la PLSI, c'est une distance de 200 mètres des rives avec un minimum de 25 pieds de profondeur
pour être capable d'encadrer tout ça. Les études sont claires. Pour limiter le brassage du phosphore, c'est nos comportements en embarcation motorisée qu'il faut modifier. Le lac Sept-Îles est très petit, peu profond, donc c'est important de respecter les cartes de navigation et les limites par les bouées. En résumé, l'ennemi numéro 1 du lac, c'est le phosphore, qui provient soit des rives, soit du brassage du fond. Puis ce qu'on peut faire pour le contrôler ou le diminuer, c'est de renaturaliser nos rives et ensuite, en bateau, de respecter les cartes de navigation. Moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir pour bouger et sauver le lac. Puis c'est pas en attendant les gouvernements ou les villes que ça va bouger. C'est en mobilisant les gens, puis en réalisant que c'est nos petits comportements, chacun de nous, qui ont un impact. Moi, le premier, quand je suis arrivé ici, il y a une dizaine d'années, on arrivait en wakeboard sur le bord du quai, faible profondeur, puis je réalisais pas l'impact qu'on pouvait avoir sur la végétation en dessous de l'eau, sur le brassage du phosphore. Si chacun fait un petit geste pour modifier son comportement, c'est comme ça qu'ensemble, on va pouvoir sauver le lac.